de Router OS. Donc je me présente, mon nom est Philippe Robert, je ne suis pas français, hein, malheureusement, mais j'habite dans la partie francophone de la Suisse, qui est Genève et ses alentours, on va dire, et je suis un formateur. Vous entendez sans micro, ou vous voulez que j'utilise le micro? Voilà. Avec le micro? Ok, on va essayer alors. Il est allumé là? Vous m'entendez? Très bien. Donc, je suis formateur microtique, j'ai aussi toutes les certifications, enfin presque toutes, hein, parce que bon, ils en rajoutent un peu souvent, donc ça prend un peu de temps des fois pour les rajouter. Mais je suis formateur depuis 2013, donc pour être formateur, comme mon collègue qui est ici, on a dû faire une formation spéciale avec microtique pour pouvoir donner des cours. La société pour laquelle je travaille est Tangitech, elle se situe à Genève, donc, et on s'occupe un peu de tout au niveau réseau, et principalement avec du matériel microtique. Il faut savoir que la société est certifiée pour la vente microtique, c'est une certification spéciale, le MTCSA, donc une certification qu'on doit suivre directement à Riga, dans les bureaux de microtique. C'est noir, c'est noir. J'appuie encore. Ah, alors, donc on s'occupe d'infrastructures plus ou moins grandes, on s'occupe de certains ISP, de WISP, soit en France, soit en Suisse. Il m'arrive aussi de travailler pour la Belgique. Enfin, on est assez international. On fait des installations aussi Wi-Fi, VPN et beaucoup actuellement sur le 4G en LTE. Parce que, disons, c'est une technologie qui remplace de façon efficace, vraiment efficace, l'ADSL ou les lignes VDSL existantes. Actuellement, avec des routeurs microtiques, enfin des routeurs microtiques, c'est une carte microtique avec des modems Huawei qu'on met à l'intérieur parce qu'on a des meilleures performances qu'avec les voies LTE, et on utilise des antennes de chez Wireless Instruments, on peut atteindre des vitesses de 120 mégas en download et de 40 mégas en upload. Donc ça, c'est des tests réels. C'est par exemple l'antenne que vous voyez, les résultats, c'est une antenne qui est sur mon toit chez moi, parce que moi, j'avais que de la DSL avant. Donc, je suis assez content avec ces vitesses. Il faut savoir que Microtik va supporter bientôt des modems catégorie 6, et donc on va pouvoir encore doubler, voire même tripler ces vitesses. Donc, c'est très stable, et on a une très bonne vitesse. Grâce au... Là, par exemple, sur ces routeurs-là, on utilise des RBM 11G avec des modems Huawei. Oui ? Elle est à moins d'1 kilomètre, celle-là. À moins d'1 kilomètre. Mais par exemple, sur un autre bâtiment, on est à 5 km, on obtient à peu près 70 à 80 mégas avec la même antenne que vous voyez. C'est du 1800 MHz. Donc, par rapport au matériel microtique, ils ont une gamme vraiment complète. On a des cartes à intégrer, qu'on peut intégrer justement dans les boîtiers que je vous ai montrés avant. Ils ont des routeurs, du plus petit, qui sont, on va dire, ceux qu'on utilise le plus souvent, c'est les HEX, ou on va dire haut de gamme, qui sont les CCR. Au niveau des switches, aussi, là, la gamme est importante. On a toutes les gammes CRS 100, 200, 300, certains avec PoE, certains avec interface SFP. Bientôt, on aura les interfaces 40 Go aussi au niveau des switches. Donc, il faut vraiment des efforts pour avoir un matériel qui puisse répondre à n'importe quelle installation. À part cela, ils ont des modems, routeurs, c'est difficile de définir exactement ce qu'on installe parce qu'en fait, tous les matériels microtiques, ils ont les mêmes possibilités. On a toujours le même OS, et il suffit qu'il y ait une carte Wi-Fi, un processeur, etc. Et puis on peut faire du routage, du VPN, du Wi-Fi, etc. C'est pour ça que là, par exemple, c'est un matériel intégré avec une antenne. Donc, par exemple, pour faire du point A, point Wi-Fi, on a les 6T, du LSG, du WAP, et on peut faire plusieurs fréquences différentes, du 2,4, du 5, du 60. Et en plus, on peut encore intégrer des cartes mini PCI Express d'autres constructeurs pour faire, par exemple, du 17 GHz ou même du 40. Tout dépend de ce que vous voulez faire, mais les possibilités sont très larges. Récemment, donc, ils ont encore intégré le Powerline, donc du Power over... de data over par le courant, on va dire. Donc ça, c'est nouveau.
Et ils ont une gamme d'accessoires, donc au niveau des SFP, etc., qui est importante. Au niveau des routeurs, un qu'on utilise très souvent, c'est le HEXS. Par défaut, c'est marqué que cette partie-là est Internet, l'autre LAN, vous voyez, sur les étiquettes. En fait, ça correspond à la configuration d'usine. Quand l'appareil vient d'usine, il y a une configuration par défaut. Donc là, il y a un DHCP client, l'autre, c'est un réseau qui a été configuré, etc. Mais ce qu'il ne faut jamais oublier avec MikroTik, on peut effacer toute la configuration et attribuer n'importe quel port pour n'importe quelle utilisation. Donc là, par exemple, le premier port Ethernet était pour le WAN, maintenant on va l'utiliser aussi pour le LAN. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. On n'est pas bloqué comparé à d'autres marques où certains ports sont bloqués pour le WAN et pour le LAN. Donc si on prend ce routeur, donc il a un processeur puissant, port SFP, port USB, SD card, ça veut dire qu'on peut même installer le programme de monitoring de MikroTik qui s'appelle le Dude, donc pour monitorer plusieurs périphériques qui se trouvent sur le réseau, etc. Si on regarde plus attentivement, rien que par rapport à l'alimentation, il a une prise DC qu'on peut alimenter de 12 à 57 volts. Vous pouvez mettre, par exemple, l'alimentation de votre portable, si la prise est à peu près compatible, vous le mettez dessus, vous démarrez votre routeur. Vous n'avez pas besoin d'alimentation spécifique. En plus, sur ce modèle-là, vous avez du PoE-in. Quasiment la majorité des routeurs de MikroTik ont une prise PoE-in. Celui-là, il a une sortie PoE aussi. La sortie PoE est commutable. Ça veut dire que vous pouvez envoyer le courant ou pas. Il y a un switch qui existe et au niveau du logiciel, au niveau de RouterOS, vous pouvez activer, désactiver, donc redémarrer l'appareil qui se trouverait connecté sur cette prise. Donc sur cette prise, par exemple, vous pouvez alimenter un autre appareil MikroTik, une caméra, parce qu'il y a beaucoup de caméras qui fonctionnent en 24. Par exemple, celui-là, on peut lui mettre du 48 volts. Donc on pourrait mettre même une caméra standard PoE. Si elle supporte le passif PoE, vous l'alimentez là, directement. Un téléphone, un bridge VDSL. En fait, n'importe quel appareil où on peut aussi convertir le courant. Par exemple, il y a des convertisseurs 48 volts, 12 volts qui existent. On met n'importe quel appareil. Donc, par exemple, sur certains clients, on met justement un converteur 48 volts, 12 volts, et comme ça, on peut alimenter le bridge VDSL. Et donc, s'il y a un problème, il y a automatiquement un petit script qui tourne sur le MikroTik, et on redémarre directement le bridge VDSL qui va faire redémarrer la connexion Internet. Ce qui est aussi bien, c'est que là, on a une prise DC et on a une prise PoE-in. Et on peut les utiliser simultanément. Donc, la majorité des routeurs de MikroTik, en fait, ont deux possibilités d'alimentation, une redondance au niveau d'alimentation en entrée. En plus, ce routeur a plusieurs connexions boutons sur le côté. On a un connecteur SD card. Au niveau de RouterOS, on peut l'utiliser par exemple pour sauvegarder des données. Donc on peut faire un export avec des scripts, etc. Il y en a qui l'utilisent comme TFTP serveur. Dans RouterOS, par défaut, il y a le TFTP serveur qu'on peut utiliser ou pas. Et donc, avec le TFTP serveur, par exemple, on peut configurer des téléphones VoIP. C'est ce qui se fait très souvent dans les entreprises, de façon centralisée. Sinon, on peut l'utiliser comme serveur FTP ou serveur SMB, c'est aussi le SMB, pour sauvegarder, par exemple, la configuration d'autres appareils du réseau de façon centralisée sur un point qu'on maîtrise. Il y a un bouton reset pour le remettre en configuration d'usine, par exemple, ou alors pour le faire démarrer sur le réseau, si on veut le reformater complètement. Après, on a un port USB. Ce port USB, on peut mettre une clé USB, par exemple, pour stocker aussi des datas. Si on ne peut pas utiliser le SD card, on peut utiliser le port USB. Mais on peut utiliser aussi le WUMB. Alors là, peut-être que je ne prononce pas bien, parce que là, je ne sais pas pourquoi c'est un nom un peu étrange. Mais en fait, c'est une micro-clé USB qu'on peut connecter, et ça va faire comme un petit point d'accès Wi-Fi, et par là, on va pouvoir en fait configurer le routeur. Si vous voulez, je serai au stand de MegaHertz Wireless cet après-midi, je pourrais faire une démonstration de cette petite clé qui peut être vraiment pratique dans certains cas pour configurer le routeur. Après, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Un modem GSM, par exemple, pour recevoir et envoyer des SMS. On peut piloter le MikroTik avec des SMS, donc le redémarrer, faire exécuter certaines fonctionnalités, etc. C'est aussi possible. Un modem 3G ou 4G, par exemple, pour avoir accès à Internet. Ou alors, on peut utiliser
ce pour USB comme alimentation, parce qu'il y a du 5 volts, 1 ampère qui sort. Et il y a énormément de périphériques qui existent, qui peuvent être alimentés grâce à un courant comme ça. Par exemple, on a des caméras, des petites caméras qui font du 5 volts 1 ampère, je les alimente directement par là. Un autre routeur microtique, par exemple, les petits, les MapLight par exemple, sont alimentés via un port USB. Ou un Raspberry par exemple. Si vous voulez par exemple rajouter des fonctionnalités sur votre, qui n'existent pas au niveau de routeur OS, vous pouvez alimenter le Raspberry par exemple par l'USB ici et le connecter en Ethernet sur votre routeur pour ajouter, je ne sais pas, un Squid Proxy ou autre. C'est tout à fait possible. Ensuite, il y a un bouton qui est un peu inconnu, méconnu plutôt, c'est le bouton mode. On ne le voit pas très bien sur ce modèle-là, mais le bouton mode permet l'exécution d'un script. On va regarder un peu plus ce qu'on peut faire avec ce bouton-là. Ce bouton, en fait, il est présent pas sur tous les matériels microtiques, mais sur une bonne dizaine de modèles, comme vous voyez. Il y en a un qui est très intéressant, c'est le premier de la liste, c'est le cap AC. J'en ai un là à mes pieds, je vais vous le montrer plus précisément. Le cap AC, en fait, c'est comme un peu un buzzer. Vous voyez, il y a en fait toute la partie centrale qui se trouve ici, qu'on peut appuyer. Et en fait, on peut lui donner n'importe quelle fonctionnalité à ce bouton. Parce qu'en fait, ça exécute un script, comme je vais vous montrer. Et, en plus, sur le bouton central qui est là, il y a une petite lettre qui s'affiche. Ça vous fournit une information sur quel état est commuté, en fait, le script, par exemple. Par exemple, j'ai utilisé cette fonctionnalité pour activer ou désactiver le Wi-Fi. On a un script, par exemple, et on n'a qu'à activer dans le système router board, et du coup, le script va être lancé quand vous appuierez sur le bouton et va désactiver le Wi-Fi. On m'a demandé, par exemple, dans plusieurs installations, « Ah ouais, mais il n'y a pas de bouton pour désactiver le Wi-Fi, etc. » Quelque chose de pratique, etc. Vous mettez le cap AC, la personne appuie dessus, et ça éteint le Wi-Fi. Et là, par exemple, ça éteint le Wi-Fi localement, mais on peut imaginer que le cap AC, il y en a plusieurs au niveau des bureaux, et on pourrait utiliser la fonctionnalité CASMAN étant la gestion centralisée de points d'accès Wi-Fi. Et en fait, vu que lui, ça serait par exemple le maître, ben, il pourrait désactiver automatiquement toutes les interfaces de tous les points d'accès qui se trouvent dans vos bureaux. Alors, écoutez, je vais juste vous montrer au niveau de RouterOS comment ça se comporte. Alors, il est là le buzzer. Donc, il faut aller dans System Router Board. Vous arrivez à lire là? Oui, je crois que c'est assez grand. Et vous avez, dans System Router Board, vous avez le bouton Mode bouton. Vous avez qu'à cliquer dessus. Et là, par exemple, vous mettez quel script vous voulez exécuter. Là, par exemple, j'ai mis System Script Run Wi-Fi 7. Donc, j'ai un script qui va exécuter Wi-Fi 7. Et en fait, le script Wi-Fi 7, c'est le même que je vous ai montré avant, mais quand même, je vais aller dans la liste des scripts pour vous les montrer. Donc, vous voyez, j'ai 3 scripts ici, dont celui-ci, Wi-Fi 7. Et en fait, ça, ce qu'il fait, c'est il va regarder si la carte Wi-Fi est désactivée ou pas. Si elle l'est, bah, elle va activer les cartes. Si elle ne l'est pas, bah, ça va désactiver les cartes Wi-Fi, tout simplement. Donc, si on ouvre les différentes interfaces et que j'appuie sur le bouton central, bah, ça désactive automatiquement les interfaces. Je rappuie, ça les réactive. Pas plus compliqué que ça. Donc ça, c'est par rapport, par exemple, à une action locale qu'on peut donner sur le routeur. Mais on peut imaginer avoir des interactions plus importantes sur du matériel qui se trouverait sur le réseau. Pour ça, en fait, j'utilise des relais réseau. Il y en a un qui est très pratique, c'est le Tiny Control. C'est une boîte polonaise qui fait ça, et c'est du matériel très bien, pas cher et qui fonctionne facilement. Parce que il y en a beaucoup, par exemple, qui utilisent des Arduino, etc., qu'il faut configurer. Je trouve ça un peu compliqué. Alors que, par exemple, pour changer l'état d'un relais avec Tiny Control, vous n'avez qu'à faire uniquement accéder à cette URL et ça va changer l'état du relais. Alors, on va tester ça. Je vais vous montrer comment
comment ça fonctionne. Donc j'en ai un qui se trouve là-bas. On va essayer d'allumer et d'éteindre une prise pour voir si ça fonctionne. Hein. Comme c'est une démo, il y a une chance sur deux pour que l'effet démo soit là et que ça ne marche pas. Hein. Alors, comment j'avais appelé le script? Donc je l'avais appelé Tiny Control, tout simplement. Alors, si je reviens dans mon configuration qui se trouve ici, mode bouton. Excusez-moi, j'ai qu'une main, l'autre est occupée par le micro, donc ça va un tout petit peu moins vite que prévu. Contrôle. Ouais, ça ne va pas le faire en majuscule. Tiny Control. Et je fais appliquer. OK. Et donc, si j'appuie sur le bouton, peut-être ça marche, peut-être ça marche pas. Non, ça n'a pas l'air de marcher. Ah si, ça fonctionne. Voilà, il y a Johnny même qui allume le feu. Pour nous, c'est magnifique. Et puis je peux l'éteindre, et voilà. Donc, vous voyez, ça fonctionne très bien. Par exemple, les appareils de Tiny Control, ben, ils peuvent gérer soit des alimentations 12 volts, 24 volts. Là, par exemple, on allume directement une prise de 220 volts standard, sans aucun problème. Alors, hop. Donc, on a vu que ce mode bouton pouvait rendre des services. Moi, je l'utilise souvent, par exemple, pour ouvrir des portes, parce qu'il y a souvent des relais, etc. Et on me demande, ah voilà, il faudra installer un boîtier pour ouvrir une porte, etc. Je mets un Tiny Control, un microtique sur le bureau, la personne appuie sur le bouton et ça ouvre la porte. Par rapport aux fonctionnalités, donc au niveau hardware, on a fait un peu le tour. Au niveau de routeur OS, donc routeur OS permet de faire du bridge, du firewall, du Wi-Fi, du VPN, du routage. Et c'est justement parce qu'on peut combiner ces différentes fonctionnalités que les appareils de microtik sont intéressants. Parce qu'on n'a pas besoin des fois de plusieurs appareils pour résoudre un cas de configuration complexe. Ça veut dire qu'avec un seul appareil, on va pouvoir résoudre la situation et faire l'installation. Par exemple, chez un client, il y avait une installation un peu compliquée. Alors, on devait faire, il y avait des machines-outils avec plusieurs sons d'Ethernet. Et on avait besoin de connecter ces machines-outils avec ces différentes connexions Internet au Wi-Fi. Mais le Wi-Fi, c'était un Wi-Fi existant. Et le Wi-Fi existant avait été installé par une société tierce avec des API qui avaient coûté très cher, très cher. Hein. C'est une marque Cisco, hein, je ne sais pas si vous connaissez, hein, je crois que c'est assez répandu. Et en plus, ils avaient lié ça avec un contrôleur de chez eux, de chez Cisco. Et l'embêtant, c'est qu'il n'y avait qu'une MAC adresse qui vous pouvait passer par connexion. Et du coup, ils avaient testé plusieurs stations différentes, etc. Mais dès qu'on voulait faire passer plusieurs MAC adresses sur le lien, malheureusement, ça ne fonctionnait pas, de manière aléatoire, etc. Donc, du coup, cette société a fait appel à nous pour essayer de résoudre la situation. Donc, en fait, il y avait 3 points qu'il fallait tenir en compte. C'était qu'il fallait faire cette authentification WPA2, EAPM et SHA-2. Donc, en fait, s'authentifier avec un utilisateur et mot de passe. Donc, il faudrait déjà que l'appareil soit capable de le faire. En plus, il y avait cette problématique de MAC adresse, que plusieurs MAC adresses doivent passer dans ce lien. Donc, par rapport à l'authentification, Microtik a, depuis quelques versions, incorporé la possibilité de s'authentifier avec un utilisateur et mot de passe au niveau EAP, au niveau station. Et ça fonctionne très bien. Je voulais les tester. Là, on l'a, par exemple, sur l'installation qu'on a fait là, en tout, il y avait 120 machines-outils et on a installé 120 stations. Enfin, 120 appareils Microtik configurés en mode station. Donc, par rapport à l'authentification, tout fonctionne. Après, il fallait donc trouver un moyen de passer ces différentes MAC adresses dans le lien. Donc, la façon la plus simple et la plus stable,
C'était une des possibilités, parce qu'avec MikroTik, vu qu'il y a plein de possibilités, des fois, on peut en choisir une plutôt que l'autre. C'est pas forcément qu'une est moins bien que l'autre, mais voilà. Donc on a utilisé des tunnels OIP. Donc on a connecté en fait le point d'accès Wi-Fi. Donc en mode station, on montait le Wi-Fi, et après on montait un tunnel OIP à l'intérieur du réseau pour faire passer en fait tout le réseau qui se trouvait derrière, donc les 3 Ethernet de la machine-outil à l'intérieur du réseau interne. Donc je vous ai fait un petit schéma, juste pour vous expliquer. Donc là, à ce niveau-là, on a créé un bridge. Donc le Wi-Fi du MikroTik était connecté à l'AP ici, et donc on avait mis un contrôleur, un RB3011, pour monter un tunnel OIP, et du coup avec le tunnel OIP on a un layer 2 complet qu'on bridgeait à l'intérieur du réseau et avec le bridge où était connecté la machine-outil, et du coup la conversation se faisait sans problème en layer 2 sur le réseau interne. Voilà, une solution simple où il y avait à peu près 10 lignes de configuration sur chaque appareil, donc rien de compliqué, mais si on n'avait pas eu les appareils MikroTik par exemple pour faire cela, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc la solution fonctionne, mais l'embêtant c'est qu'on avait un SPOF. L'embêtant c'est qu'on avait un seul serveur VPN. Et si le serveur VPN il tombe, l'embêtant c'est que plus aucune machine-outil n'est connectée au réseau, parce que c'est un point central. Donc ce qu'on a fait sur ce réseau-là, c'est qu'on a rajouté un deuxième RB3011 et qu'on les a connectés en VRP. VRP en fait c'est se partager une adresse IP avec un étant maître, l'autre esclave, et du coup, quand celui-ci avait l'adresse IP, ça montait sur le maître, et puis s'il n'était pas disponible, ça montait sur le deuxième. Donc là, on en a mis 2, on aurait pu en mettre aussi plusieurs, en 3, voire 4, parce qu'en fait, le VRP, voilà, il y a une priorité qui se crée, et puis on peut en rajouter, par exemple, on aurait pu mettre 4 routeurs en redondance si on avait voulu. Mais ce n'était pas ce que dirait la société en question. Elle voulait juste une redondance simple. Et quand il y a justement quand le maître n'est plus disponible, le backup prend la place, il y a moins de 3 secondes de délai pour que ça soit effectif. Et au niveau du réseau, on ne voyait quasiment rien. On perdait peut-être un ping, voire 2 pings, et de nouveau les liaisons étaient bonnes. Donc au niveau des mesures qui voulaient être faites par rapport aux machines-outils, ça marchait très bien. Donc le VRP, en fait, on crée une interface, on crée avec une interface master, et on définit juste la priorité. Par exemple, l'adresse VPN, ce serait la 1.254, et en fait, chaque routeur qui fait partie de ça a son adresse IP propre. Il faut juste faire attention à l'adresse VRP. Le subnet, c'est vraiment préférable que ça soit un /32. Donc, on configure comme ça, et ça marche vraiment sans aucun problème. Vous allez me dire, oui, mais du coup, on aura les tunnels et OIP qui vont être montés sur les 2 routeurs simultanément. En fait, avec OIP, si on précise l'adresse locale, si l'adresse ne lui appartient pas, n'est pas active sur le routeur même, il ne va pas essayer de monter le tunnel. Du coup, sur le routeur, on va dire esclave, slave, on pouvait monter les tunnels, faire une copie, et en fait, il n'essayait rien de faire, pas de monter, il n'y avait pas d'interférence par rapport au maître. Et donc, ça fonctionne vraiment très bien, pas de souci. Voilà, donc ça c'est un peu le schéma final qu'on a donné. Donc il y avait les 2 RB3011 avec le VRP, plus la connexion bridge, le tunnel IP, la connexion Wi-Fi. Et le client est content, et moi aussi. Voilà. Donc, c'était une présentation un peu express, mais vu l'heure qu'il était, c'est se fait en mieux. Et donc on a pu voir que MikroTik, que ce soit au niveau du matériel ou au niveau du logiciel, offre beaucoup de possibilités, et c'est en les combinant qu'on peut résoudre des cas de configuration complexes à un rapport qualité-prix imbattable. Donc merci MikroTik de rajouter des fonctionnalités, et si vous pouvez en rajouter encore d'autres, sans problème pour moi. Voilà, j'ai terminé.